Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette édition de l'actualité au programme aujourd'hui. Djibouti Arabie Saoudite, un partenariat stratégique pour une nouvelle ère d'investissement. Et à Gaza, le Hamas remet les corps de 4 otages israéliens. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Djibouti poursuit son ambition de devenir un hub économique incontournable. Aujourd'hui, une rencontre de haut niveau entre le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, et une délégation saoudienne de premier plan marque un tournant dans la coopération entre les deux pays. Objectif, explorer de nouvelles opportunités d'investissement et renforcer les liens stratégiques. C'est en fin de journée que le ministre des Finances a reçu une délégation saoudienne venue sonder les perspectives d'un partenariat économique renforcé. Une rencontre qui va bien au-delà du protocole, s'inscrivant dans une dynamique de transformation et de modernisation de l'économie djiboutienne. Autour du ministre, une équipe représentant les secteurs clés du développement du tourisme au commerce, en passant par l'attractivité des investissements et le partenariat public-privé, une mobilisation qui traduit la volonté de Djibouti de consolider son positionnement comme acteur économique régional de premier plan. Côté saoudien, la délégation a été conduite par Al-Bara Al-Iskandarani, secrétaire général du ministère de l'économie et du plan, accompagné de personnalités influentes telles que Brem Al-Basir, Madame Roa Assel Al-Arjani et Madame Sarah Al-Rouaouli et donc Monsieur Al-Youssef Al-Balawi. Une équipe à la croisée de l'expertise et de la vision stratégique qui témoigne de l'intérêt croissant de Riyad pour Djibouti dans le cadre de la vision 2030. Les discussions ont porté sur des investissements mutuellement bénéfiques avec un enjeu majeur pour Djibouti, accélérer le développement de ces infrastructures stratégiques pour l'Arabie saoudite. Le pays représente un carrefour vers l'Afrique de l'Est, un positionnement clé dans les flux commerciaux mondiaux. Et avec sa situation géostratégique à l'entrée de la mer Rouge, Djibouti ne cesse donc d'attirer les regards. Ce partenariat avec l'Arabie saoudite pourrait ouvrir la voie donc à de nouvelles perspectives économiques, consolidant ainsi son rôle dans le commerce international. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, a souligné dans une brève allocution que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une convergence d'aspirations profondes, tissée entre nos peuples un lien économique privilégié où l'investissement devient le moteur d'une prospérité partagée. Présentant Djibouti comme une sentinelle aux confins maritimes, il a mis en lumière un territoire d'opportunités propice au développement de secteurs prometteurs et porteurs de croissance. S'adressant ensuite à la délégation conduite par Al-Bara Al-Iskandarani, il a souligné que leur ambition faisait écho à celle de Djibouti, dessinant un horizon où les capitaux tels que des influents viendraient irriguer les terres de l'innovation et de la croissance. Enfin, il a conclu en exprimant l'espoir que cette rencontre placée sous le signe de l'entente ne soit que le prélude d'une épopée que leurs nations écriront ensemble. Et par la suite, cette même délégation saoudienne a été reçue par le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Ghedi, et donc a rencontré une délégation. Le ministre a rencontré donc la délégation dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et l'Arabie saoudite. Cette rencontre marque une étape clé dans la coopération entre les deux nations, unies par des objectifs communs de développement et de diversification économique. Les discussions ont porté sur les opportunités de collaboration dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Djibouti, qui ambitionne de devenir un leader régional en matière d'énergie verte, pourrait bénéficier d'investissements saoudiens dans des projets très stratégiques à fort potentiel de croissance. Le ministre a profité de cette occasion pour mettre en avant les initiatives qui placent Djibouti sur la voie d'une transformation énergétique majeure. Au-delà des aspects techniques, il a donc mis en lumière une vision stratégique, faire de la transition énergétique un moteur de développement socio-économique. De son côté, la délégation donc de l'Arabie saoudite, forte de ses capacités financières et de son expertise dans les industries extractives, voit en Djibouti une opportunité stratégique pour soutenir ses propres ambitions en matière de transition énergétique.
Le ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, a annoncé aujourd'hui que la course nationale prévue ce samedi sera l'occasion de célébrer la victoire historique de Mohamed Ali Youssouf, récemment élu président de la Commission de l'Union africaine. Chers compatriotes, le samedi prochain, une course nationale aura lieu. Il est donc impératif pour que nous nous rassemblons pour célébrer bien plus qu'un simple événement sportif. Nous nous réunissons pour affirmer notre unité, notre détermination, notre identité en tant que peuple djiboutien. La course de mars qui se profile à l'horizon n'est pas un simple défi personnel. C'est une occasion en or pour que chacun d'entre nous montre la force et la résilience de notre nation. Tout d'abord, cette compétition est l'occasion de promouvoir la santé et le bien-être au sein de notre communauté. En nous engageant à courir ensemble, nous encourageons un mode de vie actif, tout en sensibilisant nos concitoyens à l'importance de rester en forme. Chaque pas que nous faisons est un pas vers un avenir plus sain pour nous et pour la génération à venir. Mais au-delà de la santé, cette course est une véritable célébration pour notre diversité. Chacun d'entre nous, peu importe notre âge, notre origine et notre situation sociale, a un rôle à jouer. Nous devons nous mobiliser en masse pour briser les barrières et renforcer les liens qui nous unissent. Ensemble, nous représentons la force de notre nation, la fierté de notre peuple. Chers compatriotes, cet événement tombe à un bon moment, au moment où notre pays célèbre la victoire historique du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ali Youssouf. Suite à cette victoire, qui place notre République au sommet de l'Afrique, c'est le moment de s'unir pour plus que jamais. Imaginez le spectacle vibrant des milliers de Djiboutiens courant côte à côte, arborant les couleurs nationales. Cet acte symbolique est une déclaration puissante. Nous sommes unis, nous sommes forts et nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent à nous. Je vous invite à préparer vos chaussures de course et à mobiliser vos amis, vos familles, vos collègues. Chacun d'entre vous est un ambassadeur de notre force sportive. Ensemble, montrons au monde que le Djiboutien est une nation qui bouge, qui lutte, qui triomphe. Lorsque nous participons tous ensemble, nous faisons bien plus que courir. Nous inspirons une jeunesse, nous créons un mouvement et nous montrons l'exemple. Alors, je vous demande, êtes-vous prêts à relever les défis? Êtes-vous prêts à faire de cette course un événement mémorable qui marquera l'histoire de notre pays? Rejoignez-moi et encourageons-nous à participer massivement à cette course. Ensemble, donnons le meilleur de nous-mêmes et montrons à tous la force de notre esprit sportif et de notre unité nationale. Et maintenant, place au focus sur la victoire historique de Djibouti à la tête de l'Union africaine. Pour en parler, Samotel Saïd Yassine est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Asma Aboubakar Moussa Assoui. Alors, qu'est-ce que... Eh bien, on va parler d'un petit peu du rôle de Djibouti, qui est situé, rappelons-le, dans le détroit à la croisée des chemins entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Ainsi, l'Asie bordée par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il contrôle l'accès à une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Le détroit de Bab el-Mandeb, Asma, est près de 30% du commerce maritime mondial transite par cette route, ce qui fait de Djibouti un point névralgique pour le commerce international. Cette position géographique unique confère à notre pays une importance stratégique pour l'Union africaine, notamment dans ses efforts pour renforcer les échanges intra-africains et stimuler l'économie continentale. Il faut savoir à ce moment que Djibouti a su capitaliser sur sa position géographique en développant des infrastructures de classe mondiale. Nous abritons plusieurs ports modernes, dont le port de Doralé, considéré comme l'un des plus performants d'Afrique. Ces infrastructures facilitent non seulement le commerce régional, mais aussi les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Djibouti
est devenu un centre logistique majeur à la présence des bases militaires étrangères, États-Unis, France ou Chine, Japon, à son rôle de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. C'est-à-dire que l'Union africaine, Djibouti représente un modèle de développement économique basé sur la logistique et les services. Les pays a également investi dans des projets ambitieux tels que la ligne ferroviaire d'Addis Abeba qui relie Djibouti à l'Éthiopie, au port de Djibouti. Cette collaboration régionale illustre comment Djibouti peut servir de catalyseur pour l'intégration économique africaine, un des objectifs clés de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Rappelons-le, Asma, au-delà de son rôle économique, Djibouti joue un rôle crucial dans la sécurité régionale. Et sa position géostratégique et stratégique en fait un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie et le trafic illicite. Nous avons accueilli les missions internationales et régionales visant à stabiliser la Corne d'Afrique, une région souvent fragilisée par les conflits, en collaborant étroitement avec l'Union africaine. Djibouti contribue à renforcer le mécanisme de sécurité collective sur le continent. Dès lors, l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine est un symbole fort de la reconnaissance du rôle de Djibouti. Diplomate chevronné, Mohamed Ali Youssouf, rappelons-le, a incarné l'engagement de notre pays en faveur de l'intégration africaine, de la coopération régionale. Son leadership pourrait ainsi renforcer les initiatives de l'Union africaine en matière de développement économique, de paix et de sécurité, en s'appuyant sur l'expérience et le positionnement stratégique de Djibouti. Djibouti, grâce à sa position géographique unique, ses infrastructures de pointe, son engagement en faveur de la sécurité régionale qui s'impose comme un atout majeur pour l'Union africaine. Elle occupe la position géostratégique qui fait un acteur clé pour le développement et la stabilité de l'Union africaine. Djibouti, qui est un véritable carrefour stratégique, se positionne comme un atout majeur de l'Union africaine sur le plan économique, sécuritaire. C'est le thème de notre focus Asma de ce jeudi. Merci, Samada Serif, pour cet éclairage. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne, une formation sur la gestion des centres de transit a été officiellement lancée ce matin au Kempinski Palace Hotel au profit du personnel de la garde-côte, financée par le gouvernement japonais et mise en œuvre donc par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Cette initiative vise à optimiser les opérations de recherche et de sauvetage en mer, tout en renforçant la prise en charge des migrants transitant par Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du colonel Ouass Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, de Mme Tonja Pacifio, chef de mission de l'OIM à Djibouti, et de M. Oshima Hiroyuki, conseiller à l'ambassade du Japon, ainsi que de nombreux officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne participant à la formation. Lors de son allocution, Mme Tonja Pacifico a souligné donc l'importance stratégique de cette formation. Les naufrages de bateaux transportant donc des migrants restent fréquents et Korangar joue un rôle clé dans la gestion de ces crises, a-t-elle indiqué. Écoutez M. Oshima Hiroyuki qui a réaffirmé l'engagement du Japon en faveur du renforcement des capacités de la garde-côte. Merci à tous qui sont concernés à la préparation de cette formation. Djibouti va traverser chaque année plus de 200 000 migrants provenant des pays voisins affectés par des défis tels que les conflits régionaux, le changement climatique ainsi que les inégalités économiques. Et les naufrages de bateaux transportant des migrants restent malheureusement fréquents. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de Mme Matonja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti lors de cet événement. Une collaboration qui nous a donné beaucoup de résultats très concrets. On a travaillé avec des experts du plus haut niveau, parmi eux certains experts qui sont venus directement du Japon. Une collaboration de haut niveau et très technique pour soutenir le travail, qui est effectivement un travail expert de la garde-côte djiboutienne. On connaît le phénomène de la migration à Djibouti, on sait tous les défis que la garde-côte voit dans le sauvetage en mer. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de vous donner les outils et l'information pour continuer votre travail en connaissant la situation qui se déroule tous les jours entre la côte djiboutienne et la côte yéménite. Peut-être vous avez déjà eu l'opportunité de participer à des formations organisées par l'OIM où je suis intervenue comme aujourd'hui. Et je dis toujours que la question des sauvetages en mer
recherche et sauvetage en mer, c'est quelque chose qu'on aborde très souvent d'une façon assez superficielle. C'est-à-dire, si on parle avec quelqu'un qui n'a jamais vu une opération de recherche et sauvetage en mer, on sait que on ne peut pas vraiment s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Vous le connaissez. Alors, on ne peut pas travailler d'une façon superficielle avec un public très expert comme vous. Et on connaît aussi ensemble les défis spécifiques de la situation djiboutienne. C'est-à-dire, on sait que quand on parle du sauvetage en mer à Djibouti, les gens qui se rendent dans le bateau, ils sont très souvent des migrants. 98%, ils sont des Éthiopiens. Et très souvent, ils ont entendu qu'ils vont croiser la mer, mais ils n'ont jamais vu la mer. Alors, ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas bien nager, etc., même si on reconnaît bien sûr que parfois les naufrages arrivent dans une partie de la mer où même quelqu'un qui peut nager très très bien aurait quand même des difficultés, bien sûr. Et de son côté, le commandant de la garde-côte, le colonel Waes Omar Boghoré, a souligné que cette formation représente une opportunité précieuse pour le personnel œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. On l'écoute. C'est un grand plaisir d'être devant vous ce matin pour lancer la formation sur la gestion du centre de transit. Et prenons cette opportunité, je voudrais remercier chaleureusement le grand peuple et le gouvernement du Japon, donateur toujours à côté de la garde-côte, des renforcements de la garde-côte djiboutienne. Et je voudrais remercier sincèrement l'OIM, représenter le chef de mission, madame qui est avec moi toujours, et qui a épaulé la garde-côte pour plusieurs domaines, pas uniquement les formations, mais aussi les équipements. Pour arriver les objectifs que nous devons achever, c'est avoir aidé les immigrants et sauver des personnes en détresse en mer et au côtes aussi. Et en tant que la garde-côte, on va continuer à travailler avec l'OIM et le Japon pour arriver à l'objectif qui est destiné d'être arrivé. Je vous remercie tous et je souhaite les stagiaires qui sont là, ici, représentent la garde-côte, de continuer et avoir les connaissances et prendre l'opportunité que vous avez eue, donc profiter les formations et bonne continuation. Je vous remercie. La société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la ZTD, a célébré une performance historique au camp d'Oralé de la garde-côte, marquant une avancée majeure pour Djibouti et tout le continent africain. En 2024, la ZTD a franchi un cap impressionnant en dépassant les 1 200 000 équivalents 20 pieds TU, donc traités en une seule année, un exploit inédit qui propulse le pays parmi les grandes nations maritimes. Ce record exceptionnel illustre le dynamisme et l'excellence de la SGTD qui s'impose comme un modèle de performance et d'innovation. Grâce à des infrastructures portuaires ultramodernes et à une équipe hautement qualifiée, Djibouti se positionne comme un acteur central du commerce maritime mondial. Le terminal de la SGTD, véritable hub logistique stratégique, rayonne bien au-delà de la région, attirant de nouveaux investisseurs et renforçant la connectivité entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette réussite éclatante démontre le savoir-faire djiboutien en matière de gestion portuaire et logistique, consolidant la place du pays en tant que leader régional. L'essor de la ZTD contribue significativement à l'économie nationale, stimulant la croissance et créant de nombreuses opportunités. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de la ZTD. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Vous le savez, depuis au mois d'octobre l'année dernière, nous avions réalisé le record des 1 million, qui était un record des équipes des terminales
courait derrière pour réaliser ces millions. Dans le monde, les ports à conteneurs ont un nom à partir du moment où ils ont plus d'1 million de conteneurs. Et nous avons réalisé. Ensuite, les 2 derniers mois, nous avons atteint le record avec les 2 derniers mois, nous avons atteint un record global de 1 million 200. Quand on parle d'équipe SGTD ou l'équipe du terminal, j'aimerais préciser une chose. Nous sommes une seule équipe. Il y a un site et une équipe et un pays. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe du terminal, SGTD, DLS, PSD, mais également l'ensemble des institutions publiques qui travaillent avec nous à notre côté, comme la douane, la police, la gendarmerie, mais également les gardes-côtes. Donc cet événement est un événement exceptionnel, mais comme disaient nos collègues tout à l'heure des opérations, c'est qu'une étape. Certes, aujourd'hui, grâce au record de plus d'1 million, nous avons positionné notre port parmi les ports connus et qui ont un nom. Notre ambition, ce n'est pas s'arrêter à ces niveaux, c'est de progresser davantage. À ce titre, la feuille de route qui a été fixée par les autorités du pays et par l'autorité portuaire, c'est de 1,5 million et Inch'Allah, dans 1 an, 2 ans, les 2 millions de TI. Ces succès, dont les premières lignes sont les équipes du terminal, ce qu'il faut aussi comprendre, ce succès a été réalisé grâce à la vision et au leadership et au soutien des autorités de notre pays et en premier lieu le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mekdoubi. Nous avons également eu un soutien très appuyé de la part de nos administrateurs du conseil d'administration, et à la tête desquels se trouve notre président de l'autorité portuaire, M. Aboubakar Omar Hadi. Nos administrateurs ont effectivement bien voulu nous permettre et autoriser les moyens pour s'équiper et les moyens de travailler. Le succès est la combinaison de 2 choses, voire de 3. C'est une compétence, une volonté et des moyens. Donc la compétence et la volonté sont chez nous, vous l'avez réalisé, les moyens ont été donnés par nos responsables politiques et portuaires et nous les remercions et nous remercions nos équipes à tous les niveaux. Donc maintenant nous devons nous projeter sur l'exercice suivant et continuer à faire progresser notre terminal. Dans le reste de l'actualité, l'association Sunna Al-Haya et la Société des pédiatres de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé hier un atelier de réflexion sur le redémarrage de la médecine scolaire et la prise en charge précoce des enfants présentant des troubles du langage. Cet événement, qui s'est tenu au Sheraton Hotel, est financé par l'UNICEF et bénéficie d'une subvention de la CNSS afin d'améliorer l'accompagnement des enfants en difficulté. L'objectif de cet atelier est de redonner toute sa place à la médecine scolaire qui joue un rôle essentiel dans la détection et la prise en charge des troubles du langage chez les enfants. Parmi les participants figuraient Mme Amira Ahmed, secrétaire générale de l'association Sunna Al-Haya, le secrétaire général de la Société des pédiatres de Djibouti, des experts médicaux, des représentants du secteur éducatif, ainsi que plusieurs partenaires engagés dans cette cause. Les échanges ont permis de faire le point sur les défis actuels et d'explorer les solutions à mettre en place pour une meilleure prise en charge des enfants concernés. Mieux accompagner les parents et les enfants, et puis ensuite prendre en charge dans la mesure du possible les différents troubles qui existent. Et par la suite, on va pouvoir, si on les prend bien en charge, réduire éventuellement le risque de développer d'autres troubles. Et en tout cas, on pourra mieux accompagner s'il existe par exemple des troubles au niveau du langage écrit, c'est-à-dire de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe. Tout ce qu'on peut faire le plus tôt possible est vraiment bénéfique pour l'avenir de l'enfant et lui permettre de mieux se développer, de mieux être inclus après à l'école et dans la société plus tard pour son travail. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale de Sunna Al-Haya ainsi que celle d'un pédiatre de l'hôpital Pelletier.
Merci sincèrement pour votre présence aujourd'hui à cet atelier d'échange consacré aux troubles du langage et à l'importance à la médecine scolaire pour une meilleure prise en charge des enfants, en particulier des enfants à besoins spécifiques à Djibouti. Cet atelier est organisé en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment le CHU. Dans ce cadre, nous avons bénéficié de 3 jours de la formation du 16 au 18 février destinée aux orthophonistes et à quelques pédiatres en partenariat avec la Société de pédiatrie à Djibouti. Ce projet est rendu possible grâce au financement de l'UNICEF et à la subvention de la CNSS à Sunna al-Haya. Nous vous remercions encore une fois pour votre participation et votre engagement en faveur du bien-être de nos enfants. Donc à ce jour, c'est la finition d'un parcours de 4 jours qui a commencé avec la formation des orthophonistes le matin et l'après-midi avec des pédiatres qui se sont engagés à comprendre l'orthophonie, à comprendre mieux encore les troubles de langage et comment y remédier. À travers ce trouble de langage s'ouvre un large éventail qui est le dépistage précoce des troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. Certes, le trouble de langage commence très tôt, depuis l'âge de 2 ans, c'est vrai, avant l'âge préscolaire, mais la présence des pédiatres, la présence de la MENFOP, la présence du ministère de la Santé prouve que c'est un atelier qui prend en charge de bas âge jusqu'à l'université. Donc, je souhaite que cet atelier sera un début de réflexion, un début de sensibilisation pour comprendre que le trouble de langage peut nous aider à dépister très tôt et que tout le monde puisse mettre main sur la main et arriver à développer une bonne prise en charge. À Djibouti, la lutte contre les violences basées sur le genre donc franchit une nouvelle étape. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a lancé hier une formation essentielle à l'intention des comités de gestion communautaire des communes de Belbela et de Bel'Aus. Objectif, renforcer les capacités locales pour mieux protéger et accompagner les victimes. C'est dans le cadre du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face aux violences basées sur le genre, financé par le Fonds japonais de développement et administré par la Banque mondiale, que cette formation de 3 jours a été initiée. Elle vise à outiller les membres des comités de gestion communautaire sur des thématiques cruciales: protection, gestion des cas, référencement, changement de comportement et outils de collecte des données. À l'ouverture de cette séance, plusieurs figures de premier plan étaient présentes, notamment Mme Ruqayya Ali-Jama, coordinatrice des programmes de l'UNFD, et Mme Anissa Hassan Bahdon, secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. L'UNFD, à travers ce projet, poursuit son engagement en faveur d'un environnement plus sûr et protecteur pour les victimes. Une mobilisation donc communautaire essentielle, car ce sont ces acteurs qui, au plus près des populations, assurent l'identification rapide des victimes et leur prise en charge. Une importance fondamentale dans notre société, notamment les violences basées sur le genre. Ce problème touche les femmes et les enfants. Il est donc important que nous unissions nos efforts pour y faire face de manière collective et efficace. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, présidée par son Excellence la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, œuvre depuis de nombreuses années pour la promotion des droits de la femme et des enfants. Cette formation est une étape importante dans la poursuite de nos engagements. Ce projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, le projet d'appui à la résilience des femmes de leur communauté face aux violences basées sur le genre, financé par le fonds japonais et donc administré par la Banque mondiale en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, a pour objectif donc de créer un environnement sûr et protecteur pour les victimes de violences basées sur le genre. Ce projet repose sur la mobilisation communautaire, de l'action collective pour mieux comprendre les causes et les conséquences des violences basées sur le genre, mais aussi pour rechercher ensemble des solutions pratiques de prévention et de protection
à l'égard des victimes. Et pendant ces 3 jours de formation, les participants apprendront à détecter donc les cas de violence, à offrir un premier soutien psychologique et à orienter les victimes vers les structures adéquates. Écoutons le mot de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Madame Anissa Hassan Baden. L'initiative qui nous réunit découle de la volonté du gouvernement à éliminer toutes les formes de violence qui nuisent au respect des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles. Pour rappel, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont toujours travaillé d'une façon à coordonner leurs efforts pour mieux sensibiliser et mobiliser la communauté face à ces fléaux qui engrainent notre société. Chers invités, permettez-moi de souligner que ce projet intitulé « Projet d'appui à la résilience des jeunes filles et de la communauté face aux violences basées sur le genre » va renforcer notre réponse à travers les différentes activités multidimensionnelles qui s'alignent parfaitement avec nos priorités. Nous sommes conscients que malgré le progrès accompli, les défis demeurent immenses et ce n'est qu'en unissant nos forces, nos ressources et nos voix que nous pourrons briser ce cycle de violence. Et à travers cette formation, je suis convaincue que vous serez mieux armés à accomplir votre travail en tant qu'agent communautaire en étant plus à l'écoute des victimes et prenant les mesures nécessaires afin d'attirer l'attention de la communauté sur les mesures de prévention des violences basées sur le genre. À la une également avec cette cérémonie qui s'est tenue lundi au Grand Bara dans la région d'Ali Sabié avec l'inauguration du centre de char à voile Bara Park et d'une nouvelle salle de fitness à Ali Sabié. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le préfet, le président du conseil régional, l'ambassadrice de France à Djibouti. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du programme Appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADIL, financé par l'Union européenne. Ce programme soutient le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté en favorisant un développement local, inclusif et durable à travers les 5 régions du pays. Le centre de char à voile, donc Bara Park, offre aux résidents et visiteurs une occasion unique de pratiquer ce sport nautique sur les vastes étendues du Grand Bara, un site reconnu pour ses paysages désertiques spectaculaires. Premier du genre en République de Djibouti, ce centre ambitionne de faire du Grand Bara un véritable pôle d'attraction pour les amateurs de sensations fortes et d'aventure. Doté d'équipements modernes et adaptés, Bara Park permet aux visiteurs de s'initier et de perfectionner donc à la pratique du char à voile dans un cadre naturel exceptionnel. Lors de la cérémonie d'ouverture, les officiels ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement du tourisme régional. L'inauguration a été marquée par une démonstration de char à voile, donc réalisée par des moniteurs professionnels, offrant aux invités un aperçu du potentiel de cette activité dans le désert du Grand Bara. Des sessions d'initiation ont également été organisées, permettant aux participants de vivre une expérience immersive et ludique. Un projet phare de notre région, le site du char à voile de Grand Bara. Ce projet, au-delà de son ambition sportive et touristique, est avant tout un symbole de développement, d'opportunités, de visions d'avenir. Ce site est bien que plus qu'un équipement sportif. Il est un levier économique en attirant des passionnés des sports, des touristes et des investisseurs. Il ouvrira de nouvelles perspectives pour la région d'Ali Sabié. Ces projets illustrent ainsi parfaitement notre engagement de créer des opportunités d'emploi et à faire de notre région un pôle d'attraction dynamique. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadrice de France à Djibouti. À la décentralisation, aux initiatives locales, nous y croyons parce que la démocratie, elle se vit au contact des populations qui doivent en bénéficier. Et c'est pour ça que je salue le travail du monsieur le préfet et du président du conseil régional. Vous aussi, vous donnez une leçon tous les jours de comment on travaille au consensus, à la construction de projets, à l'écoute des populations. Dans Adil, il y a initiative locale et c'est ce que nous sommes en train de célébrer ici, une volonté locale de développer une activité qui est une activité créatrice d'emplois, une activité de développement. Nous, on a été là pour vous aider à démarrer, mais c'est vous qui ferez vivre cette activité au quotidien. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la ville d'Ali Sabié. Joie particulier pour nous
on est en train de fêter des événements, un au niveau continental et un au niveau régional, plutôt de la région de Addis Abeba. Parce que c'est dans les cadres de la politique aussi du gouvernement d'encourager le développement des régions, d'encourager le tourisme, parce qu'on a des opportunités. Aujourd'hui, le Grand Bara, comme vous voyez, c'est un lieu magnifique où il fallait mettre en place ces projets qui existaient, comme disait tout à l'heure François, mais il fallait aussi que les autorités de la région puissent prendre la main. Je salue ici particulièrement le conseil régional, le président, pour son engagement, pour sa volonté de mettre cette région, de placer sur l'échiquier national, de faire en sorte que les citoyens djiboutiens, ou particulièrement ceux d'Assajo, puissent profiter des retombées économiques que cela va susciter. Aujourd'hui, nous avons un promoteur, national de la République de Djibouti, qui permettra également au niveau de cette région de créer d'emplois. Parce que certainement, à l'heure actuelle, il y a déjà une création d'emplois et de plus en plus, ça va s'améliorer. Dans le reste de l'actualité, le LANA, en collaboration avec les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, ont découvert une importante quantité de produits alimentaires périmés destinés à être écoulés auprès de divers commerçants de la ville. Les denrées concernées, principalement de la farine, du riz et du blé, étaient conditionnées dans des sacs dont les dates de péremption avaient été frauduleusement modifiées afin de tromper les consommateurs sur leur conformité. Au total, près de 1000 sacs de ces produits ont été saisis sur place. Les forces de l'ordre ont également récupéré des balances et une machine à coudre industrielle utilisée pour refermer les sacs après falsification. Les individus impliqués dans cette mise en danger aggravée de la santé publique ont été placés en garde à vue et seront déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes une équipe de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire. Ce matin, en collaboration avec la brigade de Cheikh Moussa, nous avons mené une opération importante dans le cadre de falsification de sacs de riz, de farine, de sucre. Lors de l'inspection, nous avons pris en flagrant délit des individus qui effectuaient la falsification et les fraudes de denrées alimentaires. Il s'agit de riz avarié, moisi et impropre à la consommation, avec la date d'expiration 2021. Ces produits étaient changés avec de nouveaux sacs avec de fausses dates de validité jusqu'à 2026. Également, nous avons trouvé des sacs de farine périmés et infestés et endommagés, impropres à la consommation, et qui faisaient l'objet de changements d'emballage avec d'autres sacs de farine avec de dates correctes jusqu'à la validité mai 2025. Nous tenons à remercier le directeur général du laboratoire national d'analyse alimentaire pour les moyens qu'il nous a mis à notre disposition pour effectuer ce genre d'opération. Également, nous remercions les éléments de la gendarmerie, plus particulièrement le colonel Zakaria Hassan Aden pour son collaboration de longue date. Dans l'actualité internationale, le Hamas a remis à la Croix-Rouge les corps de 4 otages israéliens accusant Israël de leur mort en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Cet échange s'inscrit dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Samedi, 6 otages vivants doivent être libérés contre 800 prisonniers palestiniens. Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages
en échange d'un cessez-le-feu permanent avec des négociations attendues cette semaine. Et alors que des échanges d'otages et de prisonniers marquent une première avancée dans la mise en œuvre du cessez-le-feu, la question de l'avenir de Gaza reste en suspense. L'Égypte propose un plan de reconstruction sans déplacement des Palestiniens, un projet qui soulève des défis politiques et financiers face aux exigences israéliennes et aux négociations en cours. Un mot en sport pour clore cette édition à présent. Neymar a retrouvé le chemin défilé avec Santos, inscrivant son premier but depuis octobre 2023. Avec cette réalisation, il atteint 137 buts en 229 matchs sous les couleurs de son club formateur qu'il a rejoint après un passage à Al-Hilal. En plus de son but, il a délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre Água Santa. Ce succès permet à Santos de prendre la tête du groupe B avec 12 points après 10 journées. Et voilà qui met un terme à cette édition de 15h. Merci de nous avoir suivis.